Mesdames et messieurs, ça me fait très plaisir de vous accueillir ce soir et donc d'accueillir, que nous accueillons tous, la générale donc Florence Guillaume, qui nous fait le privilège et l'honneur de venir nous parler aujourd'hui donc de son travail, à la fois son travail de gendarme, parce que je sais que certaines et certains d'entre vous ambitionnent de rentrer dans cette très belle arme, et puis bien évidemment son travail de délégué interministériel à la sécurité routière, poste auquel elle a été nommée récemment. Je ne ferai pas votre panégyrique parce que je pense que vous avez dû être un peu fatigué qu'on vous le fasse encore et encore, mais par curiosité, je vous encourage très vivement à tous aller voir en ligne l'extraordinaire curriculum vitae de notre invité de ce soir, et je sais que vous saurez lui faire honneur et nous faire honneur en portant l'attention que vous avez habituellement pour nos invités d'exception. Donc bienvenue à l'Hilléry, bienvenue à cette soirée, et puis donc merci Madame de vous être déplacée jusqu'à nous, et je vous laisse donc à votre salle et votre classe. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour votre invitation. C'est moi qui suis très honorée de venir pour pouvoir m'adresser à cette large assistante. Je suis également, au-delà de l'honneur de venir ici, très intéressée à venir vous parler. D'une part parce qu'un certain nombre d'entre vous auront affaire avec les politiques publiques de l'État directement ou indirectement dans les années à venir, et voire aussi, de ce que je comprends, feront peut-être le choix d'une carrière au sein de la gendarmerie ou au sein de l'administration de façon plus générale. Et puis au-delà de ça, au-delà d'être des acteurs de demain, vous êtes aussi très directement mon public cible en termes de sécurité routière, les jeunes. Les jeunes, parce qu'en termes d'accidentalité, c'est malheureusement la catégorie la plus représentée en termes de morts et de blessés sur les routes. Pour placer le sujet, on a à peu près un taux de mortalité en France sur les routes qui est, on va dire, 50 personnes pour 1 million d'habitants. Pour la catégorie des 18-24 ans, c'est pratiquement 100. Donc on voit qu'on a une catégorie quand même plus exposée aux risques routiers, plus exposée souvent par moins d'expérience sur les routes, et par aussi peut-être une moindre conscience du danger. Donc c'est aussi en ça que c'est intéressant de vous avoir et d'avoir votre retour sur les questions de sécurité routière. Alors, j'ai compris qu'on avait à peu près 45 minutes de propos. Je vais essayer de ne pas trop discrécer pour laisser une large place aux questions, ce qui est aussi l'intérêt, je pense, de cet échange. Je vais articuler mon propos en fait en trois grands axes. Alors, je comprends qu'il faut que je parle un peu de mon parcours au début, donc je vais parler un peu de mon parcours. Je vais parler après vraiment de la politique interministérielle de sécurité routière que je conduis, et je terminerai par quelques propos sur l'accidentalité et sur nos priorités en termes de sécurité routière. Alors mon parcours, même si c'est jamais tout à fait simple ou facile de parler de soi, effectivement vous l'avez dit, hein, même si je suis actuellement détachée dans l'administration et nommée depuis septembre 2022, donc ça fait à la fois pas très longtemps, mais finalement c'est un peu comme la météo, hein. Il y a le ressenti et le réel, donc j'ai quand même l'impression déjà d'être vraiment très embarquée sur les sujets de sécurité routière depuis plus d'1 an. Mais effectivement, avant, j'ai 25 ans de carrière au sein de la gendarmerie nationale. Alors, mon parcours, en fait, moi j'ai rejoint l'école spéciale militaire de Saint-Cyr après avoir fait 2 ans de classe préparatoire en lettres. Et à l'issue de mes 3 ans à Saint-Cyr, donc j'ai choisi, on a le choix en fait entre toutes les armes de l'armée de terre, c'est-à-dire à la fois le génie, la cavalerie, l'infanterie, le matériel,
ou la gendarmerie nationale. Et vous l'avez compris, je me suis orientée vers la gendarmerie nationale. C'était un choix vraiment de conviction. C'était la question de comment j'apporte finalement ma pierre à l'édifice, vraiment au quotidien. C'est le sujet du quotidien et le sujet de la protection de la population en fait, qui ont vraiment guidé mon choix. Et voilà, et j'ai exercé 25 ans avec beaucoup de bonheur et beaucoup de passion ces fonctions. Et à l'issue de ce poste, je pense que je retournerai au sein de la gendarmerie nationale pour d'autres fonctions. Ces 25 ans, en fait, et c'est assez le propre en fait, des carrières au sein de la gendarmerie nationale en tant qu'officier, donc en responsabilité, en fait, on alterne des postes opérationnels et des postes en administration centrale, en état-major, voire en cabinet ministériel. Donc pour ma part, j'ai vraiment effectivement suivi ce cursus d'alternance, c'est-à-dire que j'ai à la fois exercé des postes opérationnels, j'ai commencé en maintien de l'ordre, en gendarmerie mobile, et après j'ai essentiellement exercé des fonctions de responsabilité territoriale, donc plutôt l'axe sécurité publique. Et ce sont des postes qui sont très riches parce que d'une part vous avez évidemment le commandement opérationnel, c'est-à-dire que l'affaire, les affaires, l'actualité, tout ce sur quoi on va intervenir, tout ce sur quoi on va monter une manœuvre, tout ça sur quoi on va pouvoir réagir, parfois avec des choses qui sont en fait très rapides et parfois des sujets qui peuvent nous amener à des manœuvres de plusieurs jours. Et puis à côté de ça, vous avez toute la responsabilité humaine des gens, des gendarmes et des civils que vous commandez. Et c'est aussi une gestion humaine qui est importante parce que vous influez sur leur cursus de carrière, vous influez sur leurs choix et surtout vous avez une responsabilité entre guillemets de charge d'hommes et de femmes, c'est-à-dire que le but c'est aussi une question de protection et de s'assurer que tout le monde rentre à la maison le soir. Et puis au-delà de ça, vous avez toujours des enjeux qui sont des enjeux territoriaux, c'est-à-dire comment on développe des stratégies territoriales sur l'endroit où on exerce. Et ce sont des stratégies qui sont complètement en lien avec le préfet, le procureur, avec les élus, avec les acteurs du territoire. Donc en réalité, c'est un travail qui est finalement à la fois en direction de la gendarmerie, mais qui est aussi en direction des territoires et qui interagit beaucoup avec les différents partenaires. Donc des postes opérationnels et également des postes en administration centrale. Alors j'ai la particularité, moi, pour mes postes en administration centrale, d'avoir pratiquement exclusivement été dans des dominantes transverses, en fait, sur des sujets transverses. C'est-à-dire que j'ai fait un poste en communication, donc sur les relations avec la presse ou les médias nationaux pour réagir. Clairement, c'était des sujets en lien avec les journaux télévisés ou en lien avec les documentaires. Et puis, donc communication, donc des enjeux transverses, et puis essentiellement en cabinet du directeur général de la gendarmerie, sur plusieurs postes, parce que j'ai eu un premier poste comme capitaine où j'étais aide de camp du directeur général, c'est-à-dire qu'on est finalement, on accompagne le directeur général sur toutes ses interventions, on prépare ses interventions, en fait, on s'assure qu'on est vraiment en fait, responsable de la partie agenda et la partie accompagnement du directeur. Et puis j'ai également été chargée de mission d'une part sur les questions de stratégie et finalement d'accompagnement du changement avec des logiques de simplification, puisque vous savez, dans tous les corps, il y a toujours un moment où on se demande est-ce que ce qu'on fait est finalement très simple, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu plus facile, plus rapide pour tout le monde, et surtout avec un objectif toujours essentiel, c'est de dire que les personnes qui sont sur le terrain ne soient pas engluées dans des formalités administratives ou dans des choses, donc comment on permet finalement par cette action de simplification d'essayer de faire que chacun soit le plus libre d'exercer et de se concentrer sur son cœur de mission. Et j'ai également exercé les fonctions de plume pour le directeur général, c'est-à-dire en fait toute la rédaction des discours pour les auditions devant le Parlement, pour des interventions devant les gendarmes, des interventions dans des différents séminaires.
Voilà. Mais finalement, j'étais à chaque fois, comme vous l'avez compris, plutôt sur des enjeux globaux, des enjeux stratégiques. J'ai pas de spécialité judiciaire ou de spécialité particulière. Ça, c'est aussi les carrières sont aussi ainsi faites que certains peuvent s'orienter plus spécifiquement sur une dominante qui va être par exemple technologie de l'information, le numérique, la police judiciaire. Et puis parfois aussi, finalement, on reste un peu des médecins généralistes, c'est-à-dire que, comme moi, finalement, on est plutôt sur les enjeux et on s'appuie sur l'expertise justement de ceux qui sont engagés dans des fonctions plus spécialisées pour développer un discours généraliste. Et enfin, au sein de ma carrière, j'ai eu 2 postes en cabinet ministériel. J'ai été, il y a une douzaine d'années, donc j'étais l'adjointe du conseiller gendarmerie du ministre de l'Intérieur. Et juste avant de prendre ce poste, j'étais au cabinet du Premier ministre et après de la Première ministre comme conseillère gendarmerie. Alors, les cabinets ministériels, c'est toujours quelque chose un peu difficile à appréhender. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un ministre prend son poste, en fait, en même temps que le ministre prend son poste, va naître un cabinet et qui va le suivre pendant toute la durée de son mandat. En fait, le cabinet, il naît, il meurt d'ailleurs avec son ministre. L'objectif de ce cabinet, c'est vraiment d'être une courroie de transmission à la fois du conseil auprès de l'autorité et d'être aussi une courroie de transmission avec les administrations centrales pour essayer de relayer en fait je dirais quelles problématiques, quels enjeux majeurs on doit pouvoir traiter, quels arbitrages éventuellement il y a à faire entre des directions qui n'ont pas forcément la même vision, quelles décisions politiques pour certains sujets nécessitent en fait que le politique dise effectivement on va aller dans cette direction-là, et on a vraiment ce rôle en fait de conseil et de transmission pour animer en fait toutes les politiques publiques. Et en particulier, donc, tout récemment, au sein du cabinet de la Première ministre, alors j'avais un peu une double fonction. C'est aussi la particularité des gendarmes d'être à la fois militaires et d'avoir beaucoup de missions de service public presque civil en fait. Donc en tant que militaire, j'étais affectée au cabinet militaire et donc je traitais, outre les questions particulières à la gendarmerie, tout ce qui est préparation de l'État à la crise. Sur le territoire national. Donc c'est toute la partie comment on se prépare à la crise, comment on conduit la crise, comment on essaye d'évaluer face aux différentes menaces, qu'elles soient cyber, qu'elles soient terroristes, qu'elles soient aussi les questions de pandémie, comment on prépare les plans, comment on prépare les acteurs à être formés pour pouvoir réagir. Donc c'est tout ce chemin en fait là de préparation de crise. Et pour mon côté finalement gendarme, donc au sein de la société civile, j'étais également associée au pôle affaires intérieures et donc je traitais de toutes finalement les politiques générales de sécurité publique. Qui sont quand même aussi mon cœur de domaine et d'affection. Donc tous les sujets de sécurité publique, les sujets de sécurité routière et en particulier les sujets de violence aux personnes et de violences faites aux femmes. Donc j'irai par rapport au cabinet ministre de l'Intérieur où on va travailler la question d'un point de vue ministériel. Là, la question, elle est vue sous un angle interministériel. C'est comment on va impulser des politiques, comment on va aider à coordonner les ministères entre eux dans un objectif commun, et comment, quand 2 ministères aussi ne sont pas forcément en phase ou d'accord, ou considèrent que telle politique publique menée par un peut avoir des impacts directs sur des questions, que ce soit des questions budgétaires, des questions RH, quoi que ce soit, dans son domaine, comment en fait éventuellement on est amené à proposer des arbitrages pour dire ok, entre ces 2 ministères, ces 3 ministères, comment on aligne tout le monde avec une décision commune, une décision qu'on va faire valider par le Premier ou la Première ministre. Voilà à peu près pour le paysage en fait de carrière. En septembre 2022, j'ai été sollicitée pour prendre en charge la question de sécurité routière et de politique publique interministérielle de sécurité routière.
Alors comment ça se passe en fait? Parce que c'est un poste de directeur d'administration centrale. Donc comme tous les directeurs d'administration centrale, vous avez toujours aussi une partie en fait de sélection et d'audition où là vous allez présenter en fait votre projet pour la politique publique que vous entendez conduire. Donc vous présentez un peu votre feuille de route et votre compréhension des enjeux. Voilà, et à la suite de quoi, lorsque vous êtes nommé, vous déployez cette politique publique. Alors ce sera mon deuxième point, la politique publique de sécurité routière. C'est un vaste sujet en fait, donc c'est toujours difficile de savoir si j'égrène tout, comme ils disent à l'après-vert, et je pense que je vais tout vous perdre, donc j'ai essayé de serrer les choses à peu près correctement. Déjà peut-être pour définir quelle est la mission de la délégation ministérielle, enfin de la délégation à la sécurité publique. Alors vraiment, le sujet, en fait, c'est d'animer, de coordonner, d'impulser, de suivre, tous les mots que vous pouvez imaginer, la politique publique interministérielle de sécurité routière validée par le gouvernement. Alors c'est une politique publique qui, par définition, touche au quotidien des Français, c'est-à-dire que nous, on va s'intéresser à tout ce qui est sécurité routière. Donc ça veut dire tout ce qui est sécurité des mobilités routières. Donc c'est pas juste l'automobile, c'est vraiment tout ce qui passe par la route. Et de manière générale, tout ce qui passe par la route, que ce soit la réglementation, la législation, la prévention, vous allez voir, c'est un arc assez complet, en fait, fait l'objet d'une politique assez générale. Et c'est une politique, je le disais, qui est validée par le gouvernement, ou elle est validée au fil de l'eau, sur certains sujets qui vont faire l'objet effectivement d'accords en disant très bien, allons dans cette direction. Ou ça peut être aussi sous la forme de comité interministériel de sécurité routière. Donc ça, c'est la réunion de l'ensemble des ministres intéressés par les questions de sécurité routière et qui est présidé par le Premier ou la Première ministre. Donc ce comité interministériel, c'est vraiment un outil qui va permettre en fait de recenser en fait toutes les mesures qu'on veut prendre sur différents axes et qui vont toucher à la sécurité routière. Donc ça définit aussi la stratégie de ce qu'on veut faire. Et je le disais, c'est un outil qui est employé alors à des fréquences variables, c'est-à-dire que quand on sent qu'il y a besoin de réaffirmer une politique générale, ou quand il y a, par exemple, ça a pu aussi être fait à des moments où on voyait que la courbe d'accidentalité était vraiment croissante et qu'il y avait besoin sans doute de prendre des mesures assez globales. Donc le dernier comité interministériel de sécurité routière, il a été présidé par la Première ministre cet été, un 17 juillet, et ça a permis en effet de décider de 38 mesures sur un certain nombre d'axes, qui sont des axes à la fois éducatifs, préventifs, de contrôle, etc. Et ces 38 mesures, en fait, le jour où les ministres se réunissent, en fait, ils se réunissent à partir d'une feuille de route qui a été établie au travers du travail interministériel qui est souvent 2, 3, 4 mois, le temps de s'accorder tous sur ce qu'on veut faire et comment on peut le faire ensemble. Et c'est sans doute un point important, c'est de dire que c'est une politique qui a des enjeux extrêmement interministériels. Alors au préalable, je ne l'ai pas rappelé, mais la sécurité routière, le ministre en charge de la sécurité routière, c'est le ministre de l'Intérieur. Alors ça n'a pas toujours été le cas parce que la délégation, elle a une quarantaine d'années. Elle était initialement placée auprès du ministre qui avait en charge l'équipement. Et il y a eu un choix à un moment donné de basculer, il y a une dizaine d'années, côté intérieur. À vrai dire, en fait, vous avez côté ces rattachements, d'ailleurs, on les retrouve au niveau de l'Europe, parfois au transport, équipement, parfois intérieur, c'est assez variable, mais ça a tout à fait une logique. En fait, la sécurité routière, les 3 leviers essentiels, c'est le comportement, la personne, c'est le véhicule et c'est l'infrastructure. Donc en fonction de vos choix, vous pouvez mettre quelque chose, ou vous mettez quelque chose de complètement interministériel, ou vous rattachez plutôt côté intérieur pour la partie comportement, ou plutôt véhicule infrastructure au côté des transports. Dans tous les cas, l'exigence pour cette politique, c'est de coordonner des ministères qui vont avoir des champs de compétences qui vont devoir s'articuler. Alors, et peut-être juste avant de détailler ces enjeux interministériels, rappeler que en fait, la sécurité routière, je l'ai déjà un petit peu dit, mais je vais le dire plus explicitement, en fait c'est une politique publique qui englobe des sujets extrêmement vastes, à la fois des fonctions éducatives, c'est le premier maillon, hein, comment vous êtes formé à la sécurité routière, comment on forme les gens à la connaissance de la route, les questions de prévention, de perception du risque,
les questions de répression, de contrôle, de réglementation, de législation, et toutes les questions aussi d'accompagnement des victimes. Et tous ces sujets, en tout cas, ils ont à chaque fois un objectif commun, c'est la diminution des morts sur la route. En fait, on a quand même la chance d'avoir à la fois un objectif, une ambition, et puis finalement un objectif et une ambition qui se conjuguent complètement. Enfin, la mission permanente de tout ça, c'est toujours de préserver la vie. Et ça englobe finalement à la fois des enjeux de sécurité, bien sûr, routière, des sécurité publique aussi, pour le bon ordre sur les routes. Des enjeux sans doute économiques qu'il ne faut pas minorer, c'est-à-dire qu'une personne qui est victime d'un accident, c'est une personne qui n'ira pas travailler. Donc, et à titre d'exemple, un accident de la route, en moyenne, c'est 89 jours d'ITT, donc de gens qui ne vont pas être en entreprise aussi, donc ça a un coût aussi économique, évidemment un coût en santé, dès lors que ce sont des personnes qui vont être donc dans des établissements, qui vont être soignées et qui vont faire l'objet évidemment de rééducation en fonction de leurs blessures. Donc sécurité publique, partie économique, partie santé publique, et puis aussi des enjeux de citoyenneté, parce que finalement la route, tout le monde y passe, et c'est comment, et on voit bien qu'avec l'évolution des mobilités, avec l'augmentation des mobilités douces, comment on s'assure aussi qu'il y ait du respect entre toutes les catégories d'usagers. C'est parfois un peu complexe, je pense que tout le monde a en tête forcément les petites passes d'armes entre piétons, cyclistes, trottinettistes, automobilistes. Donc comment on fait converger tout ça et comment on s'assure que le bien commun et ce qui unit tout le monde, c'est que ça reste le code de la route et qu'il soit compris et appliqué par tous. Alors sur le caractère interministériel, peut-être quelques éléments illustratifs. Déjà pour tout ce qui est législation, réglementation, dès que les choses touchent à la route, on va travailler forcément, donc bien sûr avec l'intérieur, mais aussi beaucoup avec le ministère des Transports. Par exemple, sur une question de réglementation, d'expérimentation, des expérimentations de signalisation sur une autoroute. Je prends un exemple tout bête, vous avez des panneaux à messages variables qui peuvent diffuser des informations. À un moment donné, on se dit, tiens, on a un problème de contresens. Comment, donc les concessionnaires vont essayer de travailler l'arrivée sur l'autoroute qui permet qu'en fait ça soit tellement trop bizarre de prendre le truc à l'envers qu'on va limiter un maximum de personnes qui vont rentrer en contresens. Mais aussi s'il y a quelqu'un, voilà, à quel moment on se dit tiens, on est ok pour mettre sur le panneau, et qu'est-ce qu'on met sur le panneau? Parce que si vous mettez juste contresens, c'est très bien, les gens sont au courant, mais ils vont se dire oh là, mais je fais quoi moi? Je vais à droite, à gauche, voilà, donc c'est aussi la conduite à tenir. Donc plein de sujets en fait d'intérêt commun, et bien sûr les sujets de législation ou de réglementation dès lors qu'ils entraînent des sanctions, c'est un travail bien évidemment avec la justice. On a aussi tous les sujets d'aptitude médicale. Vous savez qu'en France, les conducteurs professionnels sont soumis à des contrôles réguliers de leur aptitude à la conduite. Et on a aussi les particuliers, dès lors qu'ils ont une pathologie qui figure dans une liste de pathologies définies par arrêté, doivent également être soumis à des contrôles médicaux. Donc ça, on a tout un travail avec la santé pour la bonne détection et le bon suivi de ces examens médicaux, mais on a également, de façon plus large, en fait, toute la question avec les médecins, comment les médecins traitants peuvent conseiller leurs patients et les orienter sur un médecin agréé pour les questions d'aptitude à la conduite. Et puis on travaille aussi beaucoup avec la santé pour définir, lorsqu'il y a des appels à projets pour développer des plateaux techniques ou des nouvelles infrastructures dans les établissements de santé, pour définir des priorités et pour choisir les projets, puisque vous le savez peut-être, mais parmi l'argent récolté des radars, vous avez 26 millions par an qui sont dévolus à développer les infrastructures de santé. Donc ça, on choisit les projets et on voit avec eux où c'est le plus opportun.
Vous avez aussi plein de questions qui ont trait directement avec l'éducation nationale. C'est bien sûr tout ce qui est éducation routière. Donc c'est à l'école primaire le savoir rouler à vélo qui existe depuis 2018 et qui a vocation à se généraliser. C'est après au niveau du collège les ASSR 1 et 2. C'est les modules que vous pouvez avoir au lycée ou des actions qu'on peut développer aussi avec les étudiants ou les associations étudiantes. C'est aussi tout ce qui est formation professionnelle, les titres de transport, les titres professionnels de la route. Et ça, c'est encore un sujet qui est à la fois travaillé dès qu'on est dans la formation professionnelle, à la fois avec l'éducation nationale et à la fois avec le ministère en charge du travail ou de la formation professionnelle. Voilà, c'est un petit horizon, je ne développe pas plus avant parce que on est très vite sur des exemples assez nombreux. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des enjeux interministériels, mais vous avez aussi des enjeux partenariaux. C'est-à-dire que la sécurité routière, elle va s'exercer évidemment en tant que politique publique, donc directement avec les préfectures, les forces de l'ordre, mais elle s'exerce aussi avec de nombreux partenaires parce qu'en fait, l'écosystème qui a trait à la sécurité routière, il est assez vaste. C'est-à-dire qu'on va avoir des relations et voir comment on peut travailler au mieux, par exemple avec tous les organisations professionnelles, par exemple de transporteurs. On va travailler aussi avec les organisations professionnelles auto-écoles, tous ces centres de récupération de points, tout ce qui a lieu en fait avec la formation professionnelle, les organismes agréés aussi qui font aujourd'hui passer le code de la route. Donc là aussi, en fait, on définit la réglementation, mais on a aussi un dialogue avec eux pour la mise en place de cette réglementation. On a également aussi un travail avec des professions un peu spécialisées, un peu insoupçonnées, mais c'est tout le travail pour les fourrières, tout le travail avec les experts automobiles, tout le travail avec, finalement, vous savez, toutes les professions, dès lors qu'elles touchent à la voiture, finalement, on participe à un écosystème général. Ensuite, dans cet écosystème, on a également, de façon native, en fait, toutes les entreprises. Encore, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le premier risque professionnel, première cause d'accident de travail, c'est les accidents de la route. Donc on a besoin aussi de sensibiliser les entreprises pour qu'elles-mêmes finalement prennent le bâton pèlerin et informent, sensibilisent leurs collaborateurs, qu'elles les conseillent aussi et parfois qu'elles les équipent. À titre d'exemple, on vient de signer une charte avec Decathlon pour essayer d'encourager l'aide que peut apporter aussi aux entreprises par rapport aux vélos taffeurs ou aux trottinettes taffeurs, en disant tout simplement, dès lors que vous pouvez les sensibiliser au risque, vous pouvez animer par exemple un atelier sur vérifier les éclairages, vous pouvez aussi donner un gilet réfléchissant ou un casque aux personnes qui viennent en vélo de manière à leur faire prendre conscience de l'importance d'être visible et de se protéger. Vous pouvez aussi, en termes d'infrastructure, pourquoi pas, si vous avez un espace pour les vélos, finalement, pratiquement mettre des casiers aussi pour que les gens rangent les casques, parce que s'ils ont un espace pour ranger les casques, ils prendront plus facilement leur casque que s'ils n'ont rien, qu'ils doivent le trimballer toute la journée. Donc on a tous ces sujets avec les entreprises. Alors depuis 2016, en fait, on avait lancé un appel aux entreprises pour que justement ils relaient ces questions de risques routiers professionnels. Et donc on avait eu 21 très grandes entreprises qui avaient relayé cet appel. Donc c'était Danone, Engie, Thales, etc., Orange. Et ces entreprises, en fait, ça a été le point de départ de ce qu'on appelle la charte des 7 engagements. Et c'est une charte maintenant qu'on a fait signer à plus de 2800 entreprises et ça touche à peu près 4 millions de collaborateurs. Et là, c'est vraiment une énergie permanente pour finalement toujours animer cette communauté d'entreprises engagées pour leur mettre à disposition des ressources, les conseiller sur les ateliers qu'ils veulent faire. Et tout simplement aussi les mettre en relation pour créer une communauté, pour qu'eux-mêmes, entre eux, et régulièrement, tous les 3 mois, on réunit une plateforme pour que les différentes entreprises parlent de leurs bonnes pratiques, parlent de ce qu'ils ont fait, et que ça puisse, pourquoi pas, donner des idées à d'autres pour mettre en place des actions. Et enfin, dans les partenaires, je voulais citer aussi tout le travail de recherche, parce qu'au-delà de la politique qu'on mène, on développe vraiment une politique d'appel à projets.
autour de sujets assez vastes qui touchent la sécurité routière et ces appels à projets. Donc ça nous permet de financer vraiment de façon assez conséquente à la fois des entreprises privées, des entreprises publiques, des universités aussi ou des associations qui vont porter un sujet un peu particulier et qui vont nous permettre aussi autour du monde scientifique finalement d'avoir des retours un peu plus précis sur plein de sujets qui touchent l'accidentalité. Ensuite, donc enjeux interministériaux, enjeux partenariaux et enjeux territoriaux. C'est-à-dire que la délégation à la sécurité routière, donc elle va animer sa politique, elle va faire tout son travail, encore une fois, de réglementation, de doctrine, d'impulsion. Elle va faire également tout son travail d'information et de communication, notamment à travers des campagnes nationales. Mais c'est tout ce qu'on peut faire au niveau national. Si ce n'est pas relayé dans les territoires, finalement, il faut que ça se prolonge dans les territoires. Et donc là, on s'appuie en tant que direction métier sur tout le réseau des préfectures à qui en fait, on accorde là aussi en fait, des financements de manière à leur demander de mettre en place des actions de prévention en direction de la population de leur territoire et en ayant défini dans un document général quels sont les grands axes sur lesquels ils doivent obligatoirement se positionner. Et puis liberté à eux finalement de compléter ces grands axes avec des sujets plus territoriaux ou des sujets qui manifestement sont importants dans leur territoire. Donc nous, il y a 4 grands axes qui sont donnés actuellement pour ces plans quinquennaux. C'est les jeunes, c'est le risque routier professionnel, donc encore une fois pour élargir ça aux entreprises qui sont sur du tissu local. C'est les 2 roues motorisés, parce que les 2 roues motorisés, ça reste des usagers vulnérables qui vont vite. Donc à la fois, ils n'ont pas de protection, et à la fois, comme ils vont vite, forcément, lorsqu'il y a un accident, malheureusement, la mortalité, c'est un mode de déplacement qui comprend des facteurs de risque. Il m'en manque un, donc... Et c'est bien sûr les nouvelles mobilités. Et là, c'est tout le travail qu'on doit engager pour accompagner en sécurité l'essor des nouvelles mobilités. Donc, on travaille au niveau de la préfecture, ça permet de relayer les actions locales. Et là encore, quand je disais que finalement, c'est finalement une administration, mais qui s'appuie sur plein de gens, cet écosystème finalement très partenarial, vous le retrouvez dans les territoires parce que les personnes dans les préfectures, ils vont s'appuyer à la fois pour développer leurs actions sur les forces de l'ordre pour faire de la prévention, ils vont s'appuyer sur des associations, ils vont s'appuyer sur des collectivités et ils vont s'appuyer sur des citoyens engagés qu'on appelle les intervenants départementaux de la sécurité routière, qui sont du genre des personnes bénévoles qui en fait finalement vont aller accomplir des actions concrètes lors d'un village sécurité qui peut être dans une commune, une action devant les collèges, une action il y a plein d'actions possibles, une action par exemple également devant un grand magasin ou devant, voilà, pour parler de différents sujets et pour essayer d'animer surtout à chaque fois finalement des stands qui essayent d'être le plus interactifs. Parce que la sécurité routière, enfin une fois qu'on peut faire ça sous mode très didactique, mais en fait, je pense que pour qu'il y ait une prise de conscience, c'est à un moment donné comment, parce qu'on a une bonne façon pédagogique de faire passer le message, on comprend au-delà de la règle, le pourquoi de la règle. Et c'est vraiment essentiel, c'est de la prise de conscience de, en fait, on fait ça, c'est pas parce que c'est obligatoire, mais parce que pourquoi ça a été mis de façon obligatoire et pourquoi ça a eu du sens, et de faire prendre conscience aussi éventuellement des chiffres. Donc c'est les différents ateliers que vous avez pu voir et qu'ils essayent de mener en fait un peu dans tous les endroits où c'est nécessaire. Ça peut être par exemple un stand lors d'un grand festival ou un stand à un moment donné sur une soirée étudiante, etc.
Voilà, donc cette action, comme je disais, des préfectures, elle est forcément beaucoup prolongée dans les territoires avec tous les acteurs concernés. Je n'ai pas parlé aussi des assureurs, mais il y a aussi les assureurs. On a une convention État-assureur qui fait que justement les assureurs s'engagent à prendre quand même une partie finalement à financer un certain nombre d'actions de prévention, encore une fois pour rendre concret ce qui est dit au niveau national. Voilà. Dans tout ça, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a une diffusion nationale et après qu'on essaie d'avoir une diffusion par communauté, que ce soit la communauté territoriale, la communauté des entreprises, etc. Et l'intérêt aussi de ce mode de diffusion ou d'infusion, en fait, si on peut le dire, c'est aussi parce que finalement, dès qu'on rapproche les personnes des enjeux de sécurité routière, ça prend beaucoup plus sens. Alors je prends un exemple un peu direct. Moi, si je vous dis demain on veut qu'il y ait 0 mort sur les routes, vous allez tout de suite vous demander oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont nous inventer parce que ça semble un peu inatteignable, ou alors vous allez tout de suite considérer que c'est des mesures drastiques, fortes, qu'on va vous empêcher de circuler. J'exagère un peu. Et au lieu de voir l'ambition, qui est forcément partagée, parce que qui veut que les gens meurent sur les routes? Personne. Donc l'ambition, elle est partagée, mais l'aspect concret, en fait, finalement, on le décorrèle un peu et on n'a pas forcément... on se dit, mince, qu'est-ce que ça va impliquer? En revanche, si vous le prenez au niveau d'une entreprise, un chef d'entreprise, quand il arrive, par exemple, on imagine, cérémonie des vœux, il va définir ses objectifs, il va définir aussi ses objectifs en RSE, et puis à un moment donné, il va dire, moi, à la fin de l'année, il ne va pas dire, ouais, 2-3 morts, ça ira, quoi. Il va forcément dire l'objectif 0. Et là, en fait, ça prend du sens. Et cet exemple-là, vous pouvez le prendre pour une entreprise, vous pouvez le prendre aussi pour une petite commune. Un élu qui dit, voilà, moi, je m'engage de manière à ce qu'on fasse tous le nécessaire pour essayer de sécuriser les lieux, pour essayer de peut-être rendre des infrastructures plus simples, pour mobiliser les gens et pour leur faire comprendre aussi leur propre comportement et leur responsabilité en matière de sécurité routière. Voilà, moi, c'est ce que j'appelle un peu la multi-infusion, c'est-à-dire une politique nationale, il faut qu'elle soit comprise et qu'elle soit appréhendée par toutes. Et finalement, ça me fait dire que quelque part, quand on parle de sécurité routière d'ailleurs, on ne pense pas forcément toujours à l'administration centrale. Parce que finalement, c'est à la fois une administration centrale et c'est à la fois quelque part presque un bien commun, et dont chacun peut s'empérer. Et nous, on travaille à définir bien sûr des choses par rapport à l'administration, mais on définit aussi des choses de manière à ce que d'autres entités s'en emparent, le milieu scolaire, le milieu associatif, le milieu professionnel, le milieu élu. Et c'est comme ça en fait qu'on diffuse un peu une culture de la sécurité routière et qu'on permet de percoler aussi un certain nombre d'informations et que chacun se sente concerné par ce sujet. J'ai pas dit de mots sur l'international, je crois que ça faisait partie aussi des demandes. Alors c'est pas forcément évident parce que en réalité c'est des politiques très nationales. Alors elles s'articulent pour autant avec déjà les politiques européennes, parce que déjà on a un certain nombre de directives européennes sur lesquelles qu'on transpose. Et par exemple on est en train de travailler sur la refonte de la directive européenne du permis de conduire qui date de 2006. Et là, en fait, l'objectif dans ce travail, donc à la fois finalement avec la Commission et avec le Parlement, c'est aussi de voir comment on peut harmoniser les politiques au sein des États, tout en laissant chaque État quand même avec des modalités d'exécution un peu libres. Donc c'est à la fois aller vers une harmonisation tout en respectant les politiques générales de l'État. Donc c'est un exercice aussi extrêmement intéressant que ces négociations européennes pour voir comment collectivement on peut aller vers des choses un peu plus harmonisées. On a également un travail très opérationnel sur la question des poursuites des infractions transfrontalières, comment on place un outil pour partager les informations et pour aller effectivement poursuivre des infractions d'un pays à l'autre. On a également aussi, ce qui est assez riche, c'est beaucoup d'interactions avec nos homologues. C'est-à-dire que, par exemple, tous les 3 mois, j'ai une réunion à Bruxelles avec les homologues de tous les pays, et donc des présentations autour d'un thème donné qui permet de voir comment les pays s'emparent d'un sujet, comment eux le font vivre, et là on est vraiment plutôt dans l'échange.
Donc typiquement, par exemple, les questions de trottinettes électriques qui ont vraiment surgi dans le paysage depuis quelques années, ben, c'est typiquement un sujet avec lequel on peut échanger pour savoir ce que chacun a fait. En l'occurrence, par exemple, la France, dès 2019, elle va définir une réglementation pour dire « Ok, les trottinettes électriques, où est-ce que ça circule, quelles sont les conditions, à quelle vitesse, etc. » Et donc, voilà, c'est des échanges qui nous permettent aussi de rebondir sur des idées et de voir aussi un pays qui a mis en place telle ou telle politique, comment ça s'est appliqué, quelles difficultés ou quels résultats ils ont pu avoir. Typiquement, quand on a réfléchi à l'abaissement de l'âge du permis, on a échangé avec nos partenaires européens, ceux qui avaient mis en place la conduite à 17 ans, pour savoir, voilà, est-ce que vous avez eu, parce que la première question, et la question qui faisait un peu peur à tout le monde, c'est, première question, est-ce que vous avez eu un pic d'accidentalité à 17 ans ou pas? Donc voilà, c'est des questions finalement à la fois, je dirais, réglementaires, à la fois de politique générale, puisqu'on partage nos stratégies nationales, avec encore une fois chacun restant à sa main, mais dans un objectif en tout cas général qui est réaffirmé, qui est un objectif de, là pour le coup clairement affirmé, de 0 mort sur un horizon 2050. Et vous avez aussi, au-delà de l'Europe, la sécurité routière aussi un sujet mondial. Et donc on travaille aussi avec l'ONU sur les questions générales, encore une fois, d'harmonisation et de comment on peut s'aider, mais également sur des questions un peu plus pointues, et je pense notamment à l'animation, d'ailleurs, et la France en est vice-présidente, d'un groupe qui va travailler sur le véhicule automatisé. Savoir quelles sont les réglementations dans les conventions internationales, qu'est-ce qu'on peut définir ensemble pour dire demain on aura peut-être des véhicules automatisés, voilà, que mettons en place en termes de réglementation, puisque en même temps que la technologie se déploie, il y a tous les sujets finalement juridiques et de circulation, de mise en circulation, comment on s'accorde pour développer finalement des stratégies nationales et puis une réglementation aussi au niveau mondial. Voilà pour cette présentation assez rapide des politiques générales. Je voulais terminer par un petit mot sur l'accidentalité. Alors globalement, on est à peu près sur cette décennie, on est à peu près sur 3300 morts et 16 000 blessés graves. Alors c'est une politique quelque part, on ne le dit peut-être pas assez, mais qui a quand même très très bien marché, puisque au moment de la création, il y a 50 ans, c'était 18 000 morts. Et sur les 20 dernières années, on a divisé par 2. On était à 8 000 morts en début 2000. Donc on a effectivement une décroissance forte de la mortalité, mais on a quand même encore 3300 familles endeuillées. Et il est vrai que cette dernière décennie, dès lors qu'on a beaucoup baissé aussi la mortalité et les blessures sur la route, la dernière décennie, les baisses sont moins franches. Voire même, parfois, on parle de paliers. En réalité, quand on regarde de plus près, déjà, cette accidentalité, elle a quand même évolué dans sa structure. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'était avant tout des automobilistes qui étaient tués. Et en 2022, c'est la première fois où en fait la part des automobilistes n'était pas majoritaire, les automobilistes tués, c'est 48%, donc ils passaient sous la barre des 50%. Et ça, on le met évidemment, c'est la hausse de la part des mobilités, des nouvelles mobilités dans l'accidentalité. Alors bien évidemment, dès lors que vous avez un développement d'usage de mobilité, je dirais il n'est pas anormal qu'il y ait aussi un développement des accidents. Mais nous, notre mission, c'est que ce qui est pas anormal ne doit pas pour autant être fatal. Donc on a un vrai sujet en fait de partage de la route et d'accompagnement en sécurité de ces mobilités actives. Et parce que bien évidemment, en fait, dans outre les 48%, peut-être pour situer, en fait, il ne faut pas oublier les piétons qui meurent sur la route, hein, les angles morts en ville, les accidents divers de piétons. Donc 15% de piétons, c'est 8% de vélos, 1% de trottinettes et 22% de motards tout confondu. Donc, et en fait, le point commun en fait, entre tous les derniers usagers que j'ai cités,
c'est que ce sont des usagers qu'on dit vulnérables. Vulnérables, en fait, parce que non carrossés. L'expression n'est pas très belle, mais ça dit clairement les choses. C'est que c'est des mobilités sur lesquelles vous avez un équipement de protection qui va être quand même assez limité. Ça va être, ça va être un casque ou ça va être un blouson, mais en fait, vous avez donc des personnes qui n'ont pas de carrosserie pour se protéger. Donc, par définition, un public sur lequel il faut porter attention. Donc, on a beaucoup d'informations et de pédagogie à faire sur l'attention que les automobilistes et que les véhicules motorisés avec de la masse doivent avoir auprès de tous ces publics-là. Et puis à contrario, parce que c'est toujours, en fait, c'est un peu à la fois vigilance au vélo et vigilance à vélo, bien indiquer aussi aux usagers vulnérables qu'ils doivent aussi porter attention à la route. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez, finalement, qui concerne tout le monde. En tout cas, c'est assurément notre enjeu majeur, c'est celui du partage de la route aujourd'hui. Et je le disais, 3300 morts, mais j'ai parlé tout à l'heure un peu finalement de ce qu'on nous dit parfois en disant mais finalement on est arrivé à un palier, ça devient un peu compliqué. Si je veux faire une métaphore, pas du tout, peut-être un peu incongrue, c'est un peu comme quand vous engagez un régime et que vous avez pas mal de kilos à perdre. Au début, vous perdez pas mal de kilos et à la fin, c'est un peu plus compliqué. Alors pardon pour l'analogie, mais enfin ça permet de se représenter un peu les choses. C'est vrai qu'on a fait des vrais progrès. Et maintenant, on arrive sur un moment où on voit que trouver les axes pour vraiment continuer d'infléchir sa courbe est un peu plus compliqué. Mais pour autant, je vous le dis très clairement, moi je ne crois pas à l'effet palier. Et je vous dis pourquoi, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui est assez inchangée dans les accidents, c'est que depuis plusieurs années, les 3 facteurs majeurs d'accident, c'est la vitesse, l'alcool et le stupéfiant. Et donc, en fait, ça vient parler aussi des conduites addictives et de la responsabilité qu'on a de prendre un véhicule alors qu'on a pu consommer des stupéfiants ou de l'alcool. Et moi, je considère que là, c'est vraiment comportemental. Donc, et c'est aussi notre effort de faire comprendre à quel point, dès lors que vous êtes sous stup ou ou alcoolisé, comment ça va altérer aussi, même si vous n'en avez pas forcément l'impression, ou que vous vous sentez plus fort que ça, comment ça peut altérer votre comportement sur la route. Et vraiment, je pense que ça témoigne aussi de la prise de conscience à un moment donné, et puis aussi du collectif. Et vous observez que dans nos campagnes, par exemple sur l'alcool ou au moment des fêtes de fin d'année, ou ce qu'on a pu faire d'ailleurs avec la 3e mi-temps pour le rugby le mois dernier, le message, c'est vraiment celui qui a bu, c'est celui qui ne boit pas. C'est incarné par Sam depuis une quinzaine d'années, et c'est vraiment, en fait, on ne dit pas de ne pas faire la fête ou de ne pas boire, idéalement de consommer modérément, en tout cas pas vous mettre dans une situation que vous regrettez, mais on ne vient pas sur ce sujet-là, on vient sur dire celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Donc vous vous organisez comme vous voulez, mais vous organisez pour que quelqu'un soit en forme pour entrer. Et de la même façon, on a engagé aussi un discours un peu parallèle qui est aussi celui d'ailleurs qui est développé sur la campagne des animateurs en fin d'année, qui est quand on tient à quelqu'un, on le retient. C'est-à-dire de rappeler aussi que certes la responsabilité première c'est celle du conducteur, mais vous avez à côté un collectif et quand vous avez franchement quelqu'un qui n'est pas en état, vous avez aussi le droit d'intervenir ou en tout cas d'éviter qu'il prenne la route. Donc voilà, ces conduites, pour moi, dès lors qu'on a encore, et je ne sais pas citer les chiffres et j'y viens, mais dès lors qu'on a encore 20% d'accidents avec du stup impliqué, 20% d'accidents mortels avec du stup, 30% d'accidents mortels avec de l'alcool, me dit qu'il y a encore une marge de progression et je suis assez convaincue qu'au fur et à mesure, ces discours aussi peuvent infuser. Et voilà, on est quand même encore sur des gros volumes et des gros volumes qui peuvent baisser et qui vont permettre, je pense, à force de pédagogie, mais la sécurité routière et la prévention, c'est aussi finalement l'art de la pédagogie, et l'art de la pédagogie, c'est aussi l'art de la répétition, c'est-à-dire que c'est des choses qu'il faut régulièrement rappeler, parce que finalement, on peut avoir sur le coup, être très conscient, et puis après on relâche un peu son attention, non, il faut rester en attention par rapport à ça. Donc en tout cas, les invariants sur cette accidentalité, c'est les facteurs d'accidentalité, alcool, stup, vitesse. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce soir, en cinéma, on lance la campagne justement de prévention contre la conduite après usage de stupéfiants, donc une campagne nationale cinéma et télévision pendant un mois, qui vient là encore rappeler en fait finalement
l'altération en fait, du comportement que vous pouvez avoir sans forcément vous rendre compte. C'est-à-dire que, ou on va dire globalement en termes de stupéfiants, ou un état quelque part un peu de somnolence, de baisse de, en fait, où on va dire oui mais je suis cool, ben non en fait t'es cool mais en réalité tu vas avoir moins de réflexes, on va minorer éventuellement les obstacles, on va être moins vigilant, on va mettre plus de temps à réagir à un événement. Ou alors, à contrario, des effets plutôt d'excitation, où là, et ces effets d'excitation, ils sont aussi dangereux, parce que l'effet d'excitation, ça induit au sentiment de contrôle, de surpuissance. Et je suis capable, il n'y a pas de souci. Et là encore, en fait, quand la surpuissance ou l'impression d'être trop, enfin, voilà, d'être en pleine position, bah, c'est là aussi où on va minorer un risque ou ne pas réagir correctement. Donc voilà, sur ces trois, c'est invariant en termes de facteurs de mortalité. Il y a un autre invariant dont je voulais vous parler, c'est celui du genre. Alors je ne sais pas si les garçons peuvent se lever. Ah oui, je suis désolée, je vous réveille un peu, mais est-ce que les garçons peuvent se lever? Alors, je sais que ça fait un peu de brouhaha, mais c'était peut-être, en tout cas cette action, j'espère que vous en souviendrez. C'est pour un chiffre, vous rappelez que sur les routes, les 18-24 ans, 9 personnes sur 10 qui meurent sur les routes sont des hommes. Donc je ne vous demande pas de désigner qui, mais voilà. En tout cas, essayez de garder, je vous en prie, hein, asseyez-vous. Alors, je ne suis pas du tout en train de lancer un débat sur le genre. Mais je voulais vraiment rappeler aussi ce chiffre. L'accidentalité est quelque chose de très genré. L'accidentalité corporelle et mortelle est quelque chose de très genré. De façon auto-globale, c'est 8 personnes sur 10, enfin 78% pour être tout à fait rigoureuse. 78% des personnes qui meurent sur les routes sont des hommes. Et sur la tranche 18-24 ans, jeunes conducteurs, donc pratiquement 90%. Alors, je vous rassure, ça ne tient pas aux capacités de conduite ou de dire que c'est plutôt les hommes ou les femmes qui seraient meilleurs conducteurs ou conductrices. Dans tout ça, en fait, ça n'a pas à voir avec l'aptitude technique. Ça a vraiment à voir avec le sujet de, finalement, la prise de risque et le côté de la confiance en disant... finalement un peu les ressorts, alors sans lancer trop de débats, les ressorts un peu on va dire un peu virilistes, en mode je suis, non mais t'inquiète, moi je gère, je suis plus fort, je sais le faire, etc. Donc je ne sais pas si ça fait écho, ça ne veut évidemment, ça ne vient pas dire que tous les hommes sont comme ça, ni qu'aucune femme n'est comme ça, on est bien d'accord, mais en tout cas, les études sociologiques qu'on a menées sur le sujet montrent quand même qu'il y a quand même toujours un côté de vouloir montrer, faire un peu sa démonstration de force par la capacité à assurer, à aller un peu plus vite en disant que je suis en pleine maîtrise, etc. Donc voilà, en tout cas c'est un sujet aussi pour nous et c'est un sujet qui fait que quand je disais que les jeunes étaient une cible particulière pour nous parce que c'est la cible qu'on a envie de préserver, c'est en fait les jeunes mais c'est surtout les jeunes hommes. Donc voilà, ça peut en tout cas faire écho et faire réfléchir en tout cas à quel moment, parce que le risque c'est normal, enfin, quand on est jeune on a envie de prendre des risques et on a envie parfois de franchir les interdits, en tout cas c'est vieux comme Mathusalem. Après c'est la question de comment on mesure, comment on met son curseur et sur quoi on prend des risques. Et autant il y a des sujets sur lesquels on peut oser, etc. Autant, enfin franchement il y a des sujets comme la sécurité routière sur lesquels très franchement le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc voilà sur la partie, en tout cas, l'autre invariant que je voulais signaler, c'était ce sujet-là. Après, des autres chiffres, on en a par rapport aux stupéfiants, les conducteurs sous stupéfiants impliqués dans un accident mortel, c'est 91% des hommes. Les conducteurs responsables d'un accident, c'est 84% des hommes. Voilà. Encore une fois, je parle des accidents mortels et corporels et je voulais vraiment appeler votre attention vraiment sur, non pas la capacité technique, je crois que ça n'a rien à voir avec ça, mais plutôt sur la question de la prise de risque et de ne pas confondre finalement la confiance et puis finalement le moment où on se sent surpuissant. Donc il n'y a pas grand monde qui est surpuissant sur la route dès lors qu'on se met dans des conduites peu responsables.
Voilà, alors ce qui m'amène à terminer juste sur les dernières priorités, je l'ai souligné tout au long, la sécurité routière, et j'espère que le message est passé, c'est vraiment quelque chose d'assez équilibré qui va combiner à la fois des choses éducatives, répressives et de contrôle. C'est-à-dire que vous ne fondez pas une politique de sécurité routière en faisant uniquement du contrôle, ni en faisant uniquement de la prévention. C'est quelque chose d'assez équilibré, et l'idée c'est à chaque fois finalement d'avoir en fait, quelque chose qui se déploie un peu dans la plénitude des missions. En termes de grandes stratégies, et telles que ça a pu être acté lors du comité interministériel de sécurité routière dont je vous parlais tout à l'heure et qui a lieu en juillet dernier, on a d'abord tout un axe éducatif, c'est le premier maillon, hein, c'est comment on apprend à l'école et puis tout au long d'un continuum je dirais de formation les bases du code de la route. Donc c'est ce que je disais, la partie à la fois en fait un espèce de continuum entre le savoir rouler à vélo, les ASSR, le lycée, le SNU pour ceux qui veulent le faire, où là pour le coup le module il n'est pas axé sur quelque chose d'un peu didactique, il est vraiment axé sur l'auto-évaluation du risque, en fait justement pour essayer de faire ressentir aux jeunes comment ils se situent par rapport à la prise de risque et les faire réfléchir à ça. Et après, l'idée d'ailleurs est de poursuivre ce continuum parce qu'on se rend compte, et c'est ce qu'on va déployer aussi avec des formations en e-learning plus tard, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a son permis ou une fois qu'on est habitué de la route, il y a quand même régulièrement des choses qui évoluent, de la signalisation qui peut évoluer, des choses qui peuvent changer, et donc l'intérêt régulièrement de faire quelques piqûres de rappel. En termes éducatifs, nous, la charnière qu'on voit aussi, et je rejoins l'enjeu que je disais tout à l'heure de partage de la route, c'est de faire monter vraiment en compétence une génération de jeunes qui n'a pas, enfin, je ne sais pas combien, qui a son permis dans la salle? Quelques-uns, c'est assez, ouais, peut-être on va dire 30-40%. Alors, le permis aujourd'hui, un permis de conduire, l'âge moyen c'est 23 ans. Ça a progressivement reculé pour X raisons. Déjà, je sais que le permis c'est une formation qui coûte cher, qui prend du temps. Quand on est urbain, on n'y voit pas forcément la même d'intérêt immédiat. Quand on a plein de moyens techno, on a aussi la faculté, ou avec de l'autopartage, ou avec du covoiturage, ou avec finalement avec le téléphone, ça permet aussi finalement d'être un peu plus autonome. Mais donc on a quand même, en tout cas ça veut dire que on a, mathématiquement si je prends 23 ans, c'est-à-dire que vous avez pratiquement une dizaine d'années sur lesquelles vous allez circuler sur la route autrement que comme usager en automobile. Et d'ailleurs certains d'entre vous ne passeront jamais le permis parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils n'en ont pas besoin, ou pour des questions de transition écologique. Ça c'est, on voit bien qu'il y a, donc il y a ce sujet-là. Nous, l'idée c'est se dire, ok, très bien, tout le monde ne sera pas forcément automatisé. En revanche, tout le monde doit connaître le code de la route pour pouvoir le respecter. Et on voit que parfois, et c'est les forces de l'ordre qui nous le redisent, quand ils font des contrôles avec, des contrôles en fait, en tout cas quand ils font des contrôles sur les mobilités actives, les cyclistes ou les trottinettes, voilà, ils s'envergueulent, ils expliquent, ah ben non, mais il y avait un feu rouge, ah ouais, mais j'ai pas mon permis, donc je sais pas. Donc en fait, voilà, nous on a quand même un enjeu que tout le monde, c'est pas une question de permis de conduire, en fait, c'est que tout le monde ait cette connaissance minimum du code de la route. Alors évidemment, quand vous êtes au collège, vous n'avez pas forcément besoin de savoir le panneau de circulation interfile sur l'autoroute. En revanche, vous avez quand même besoin de connaître les bases parce que finalement, vous allez de toute façon, pendant une durée, je dirais peut-être assez longue, des cyclistes, des trottinettistes, et peut-être que toute votre vie, vous restez cycliste, trottinettiste et piéton. Donc ça, c'est tout l'enjeu, en fait, où la SSR 1 et 2 va évoluer pour être prochainement qualifiée de précode. Et l'idée, c'est de renforcer un peu cette formation pour que tout le monde, en fait, ait vraiment les bases et ne se sente pas, finalement, par rapport à des panneaux, un peu à ne pas forcément savoir ou expliquer qu'il ne sait pas. Voilà pour la partie éducation. Pour la prévention, j'en ai pas mal parlé déjà, hein, on est vraiment sur les sujets de perception du risque. Un des grands enjeux, comme j'ai dit plusieurs fois, ce sont les jeunes, et c'est la difficulté aussi de faire passer le message des jeunes. Je le disais tout à l'heure, les personnes qui s'engagent, notamment les citoyens, les intervenants départementaux de sécurité routière, sont plutôt peut-être un peu aujourd'hui âgés. Donc comment faire passer aussi, comment aller
identifier et peut-être voir comment des jeunes peuvent être des ambassadeurs auprès d'autres jeunes et comment on peut développer tout ce qui est pédagogie, la pédagogie par les pairs, qui permet sans doute de faire passer des messages un peu plus facilement que des messages avec des personnes qui sont certes très engagées, qui sont toujours très engagées, mais qui vont avoir peut-être une formule pédagogique un peu classique ou un peu didactique qui ne va pas sonner réellement. Et encore une fois, le sujet, c'est pas de savoir, c'est qu'à un moment donné, ça fasse tilt et qu'on en soit convaincu. Donc c'est en tout cas des sujets avec lesquels on travaille. Et pour tous ces sujets, je ne l'ai pas dit, mais au sein de mon cabinet, j'ai la chance d'avoir 4 conseillers thématiques qui sont issus de différents ministères, et donc dont un conseiller éducation nationale qui permet de voir comment on peut je dirais, faire progresser l'éducation routière à tout âge. J'ai également un conseiller justice, une conseillère santé pour les questions d'aptitude notamment, et un conseiller Europe internationale justement pour la connexion avec tous nos partenaires. Donc j'ai parlé d'éducation-prévention. Je termine sur le dernier grand sujet qui est souvent le sujet le plus relayé par les médias et dont on parle le plus. Et d'ailleurs, si je me réfère au comité interministériel de sécurité routière, parmi les 38 mesures, c'est assurément les mesures entre guillemets plus répressives qui sont souvent relayées. Mais encore une fois, ça ne vient pas dire qu'il n'y a pas tout un arc qui est développé. Donc sur le répressif, la politique elle est assez claire et c'est celle que font les forces de l'ordre essentiellement, c'est d'aller essentiellement sur les infractions les plus génératrices d'accidents et les comportements les plus irresponsables. Donc la logique en fait du comité interministériel a été notamment, alors comme ce sont des évolutions législatives et qu'il n'y a pas encore ni de proposition de loi ni de projet de loi dessus, ce sont pour l'instant les intentions, enfin en tout cas ça marque globalement quel est le sens que veut donner le gouvernement à la politique à la partie répressive de la sécurité routière, c'est de plutôt porter l'attention et d'accroître finalement les sanctions relatives à la conduite alcool et stupéfiants. Et notamment, le pire de tout, vous l'imaginez bien, c'est la combinaison alcool et stupéfiants, où là, vous multipliez par 29 le risque d'être impliqué dans un accident mortel. Donc, les sujets, c'est des sujets en fait, de suspension automatique de permis, ce sont des sujets de confiscation du véhicule, ce sont des sujets également d'aggravation de perte de points pour alcool et stup qui pourraient passer à 8 points. Et de stages obligatoires sur ces sujets-là pour comprendre les risques. Donc voilà, on a ces sujets, d'un côté, je réprime beaucoup plus sévèrement en fait, les conduites les plus irresponsables, et de l'autre côté, et vous l'avez entendu aussi, le côté pour la vitesse, tout en rappelant que ça reste un facteur important d'accident. Mais après, j'allais dire, c'est assez mathématique. Hein. Le choc, c'est de la vitesse et de la masse. Hein. Donc, de ce côté-là, donc forcément, plus vous allez vite et plus vous êtes dans un véhicule lourd, forcément, plus l'impact sera important. Et les conséquences corporelles importantes avec. Mais l'idée générale, c'est de dire, de différencier la faute de comportement de la petite inattention. C'est-à-dire de dire, en fait, vous ne vous retrouvez pas involontairement à 130 sur une route limitée à 80. En revanche, ça peut arriver, même si ça ne doit pas, évidemment, que vous vous retrouviez à 86 pour 80. Et dans ce cas-là, après application de la marge technique, quand vous recevez votre PV avec 81 retenu pour 80, et que vous perdez un point, c'était pas toujours compris. Donc on différencie les choses, c'est-à-dire qu'on vient pas dire, attention, vous pouvez rouler plus vite, hein, on a besoin pour toute obligation, en tout cas, d'avoir un seuil. Donc là, les seuils, ils vont pas varier, hein, c'est les vitesses maximales autorisées sur les routes, ils demeurent. Tout comme demeure la marge technique hein, qui est toujours appliquée lors d'un dépassement de vitesse. En revanche, il y a une différenciation entre les petits excès de vitesse de moins de 5 km/h qui ne seront plus associés à une perte de points, et tout en gardant quand même la sanction, parce qu'à un moment donné, quand vous faites 4 km/h en plus, même si c'est 100 points plus une marge technique de 5, vous êtes pratiquement à 10 au-dessus. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est la logique générale de donner aussi un signe pour dire on sait différencier le comportement irresponsable de l'inattention. Et c'est vraiment, en fait, sur le sujet répression, en tout cas, ce que je voulais marquer, c'était en fait finalement
augmenter en fait entre les comportements irresponsables et les comportements, voilà, petites fautes d'attention, encore une fois, même si elles ne doivent pas être. Donc ça participe aussi d'un point essentiel et sur lequel je vais terminer, qui est celui de l'acceptabilité et de la compréhension. Tout au long de ce que je vous ai dit, c'est l'importance, encore une fois, c'est pas de dire les choses, c'est la prise de conscience des choses. Et quand on les comprend mieux, quand on sait expliquer, quand c'est peut-être aussi quand on essaye de le mettre sur justement finalement un champ un peu plus large de ce qui est très grave, ce qui l'est un peu moins et comment on applique tout ça, ça permet aussi l'acceptabilité de la politique parce qu'on en comprend le sens et on en comprend en tout cas, et ça c'est ce qu'on répète en permanence, l'objectif essentiel et qui demeure toujours encore une fois, et qui confond notre ambition également, c'est de préserver nos routes des morts et des blessés et d'essayer de préserver au mieux la vie. Très bonne question. C'est effectivement un sujet qui revient assez régulièrement. Alors évidemment, plus vous êtes âgé, plus vous avez de chances d'avoir des pathologies. Donc il y a une question d'âge, mais notre point d'entrée d'ailleurs sur l'aptitude médicale, elle n'est pas seulement liée à l'âge. Elle est finalement liée à la pathologie et liée à des affections qui font que vous avez un impact sur vos fonctions motrices, auditives, visuelles, en fait, et votre réactivité cognitive. Donc le sujet, en fait, on ne le prend pas forcément sous l'angle uniquement senior, ce qui évite aussi de stigmatiser tout de suite, parce que c'est encore un sujet un peu complexe. Et puis d'ailleurs, on peut commencer sur la complexité à se dire, mince, à partir de quel âge on est vieux? Et puis croyez-moi que plus on avance dans l'âge, plus on a tendance à reculer l'âge auquel on se trouve âgé. Mais en tout cas, il y a un vrai enjeu, effectivement, d'aptitude médicale. Comme je le disais, en fait, vous savez, en fait, pour les particuliers, c'est peut-être pas assez dit et ça doit se déployer davantage. Normalement, toute personne qui a des pathologies doit aller voir un médecin agréé pour s'assurer de son aptitude à la conduite. Et donc on a ce dispositif, il existe, il est mis en place, vous avez des médecins agréés, parce que la France a aussi fait le choix de différencier en fait médecins agréés et médecins traitants. C'est vraiment sur des sujets de prévention. Il faut que la personne, quand elle va voir son médecin, elle puisse tout lui dire. Parce que sinon, en fait, vous passez le médecin, il risque, si vous n'osez pas lui dire quelque chose parce que vous avez peur qu'il vous suspende le permis, du coup, vous risquez de passer à travers la détection d'éléments précurseurs de quelque chose qui pourrait être soigné et qui ne le sera pas si c'est pris trop tard. Donc, on différencie le médecin traitant, qui lui va recueillir tout, qui est soumis au secret médical, y compris pour les conseils, les sujets d'aptitude, mais en revanche qui a un rôle important de conseil, c'est-à-dire que c'est pas lui qui va agir en disant, il va pas signaler à la préfecture, tiens, telle personne manifestement ça va pas. En revanche, elle a un rôle et une obligation de conseil. On travaille avec le collège de médecine générale pour que les médecins soient vraiment imprégnés de cette culture du conseil pour que les personnes aillent voir le médecin agréé. Donc le médecin agréé, c'est un médecin agréé par les préfectures et qui lui va uniquement agir sur la partie médicale et qui est le seul. Vraiment, en fait, voilà, ça c'est un point aussi, je voulais insister parce que de manière philosophique aussi, c'est comment on préserve pour les médecins le fait de pouvoir détecter les choses et puis de pouvoir donner un avis médical. Alors après, c'est un vaste sujet de savoir si le contrôle médical, entre guillemets, systématique, que ce soit à partir d'un certain âge ou tout au long de sa vie aussi, parce qu'il y a certains pays en Europe qui ont choisi tous les 5 ans de faire un contrôle médical. La question est aussi celui de l'efficience.
Est-ce que tout ce qu'on met en œuvre pour contrôler, nous, globalement, vous allez prendre 40 millions de conducteurs, est-ce que, donc, avec un poids quand même important en termes de visite médicale dans les territoires, est-ce que on met en œuvre quelque chose tous les 5 ans où vous n'êtes pas assuré non plus qu'il n'y aura pas des trous dans la raquette, parce que quelque chose peut se déclencher un peu vite, etc. En fait, c'est plutôt une logique d'efficience, parce que par définition, un contrôle médical, ce sera forcément mieux 10 ans. Mais est-ce que pour autant ça va résoudre votre question d'accidentalité, ça va résoudre malheureusement les drames qu'on peut parfois avoir? Et j'avoue que de ce côté-là, les seniors, ils sont quand même souvent, dès qu'il y a un accident avec un senior, c'est vrai que la première réflexion c'est tout de suite pourquoi avait-il son permis, donc la question de l'aptitude. Une question qu'on pose moins d'ailleurs quand, je vais être peut-être un peu choquante, mais quand un jeune dont on sait qu'il s'alcoolise à peu près tous les soirs de la semaine et qui à un moment donné renverse quelqu'un, la première question, il n'est pas forcément entre guillemets à la une en disant mais pourquoi avait-il encore ce permis? Et quelque part on peut aussi s'interroger. Mais enfin voilà, c'est pour dire que le sujet est plus complexe. En tout cas, il y a une étude de l'ETSC qui est l'European Transport Security Council, qui est une ONG qui fait un certain nombre d'études pour l'Europe et qui a étudié en fait dans les différents pays le système médical pour essayer d'avoir une vue globale. Il en ressort en fait que, un peu ce que je disais, c'est-à-dire que c'est pas moins 10 ans bien évidemment, en revanche ça n'a pas eu d'effet levier sur l'accidentalité des pays qui l'ont mis en place. Donc c'est le côté en fait finalement la question de la fréquence est assez problématique aussi comment on enchaîne les fréquences, c'est pas forcément si simple. Et après, notre autre sujet, c'est se dire un contrôle médical, certes, mais si c'est finalement un contrôle médical, entre guillemets, 5 minutes et un peu comme pardon s'il y a des médecins qui écoutent, un peu comme un certificat de sport ou très rapidement un examen rapide et vous avez votre certificat de sport. En fait, le sujet, c'est se dire que des personnes qui, là pour le coup, où il y a un doute, ce serait mieux d'avoir un examen plus approfondi. Mais après, si vous faites un examen de 4 heures par personne, voilà, c'est pas fini. Donc à ce stade, nous, on est quand même déjà sur un sujet. Déjà, de beaucoup mieux assurer le suivi et la détection des personnes qui ont des pathologies, de manière à pouvoir s'assurer au moyen d'un examen qui sera, là pour le coup, plus approfondi. Quand je dis plus approfondi, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous passez sur un plateau technique de simulation, vous avez des engins de simulation, ou, par un titre d'exemple, vous allez rouler, mais on va aussi vérifier, par exemple, que vous avez une pression de jambe suffisante, par exemple, sur le frein pour un freinage d'urgence. Et ça, c'est quelque chose sur un examen médical comme ça, vous n'allez pas pouvoir faire. Donc en fait, on est un peu entre une solution de se dire il faudrait aller vraiment plus avant pour ceux qui ont des pathologies. Est-ce que finalement on met le système en tension en disant à tout le monde, y compris à ceux qui n'ont peut-être pas besoin? Et donc voilà, on est en tout cas, c'est des interrogations qui sont importantes. Ce qui est sûr, c'est que dans un premier temps, l'essentiel, c'est vraiment de pouvoir mieux détecter et suivre les personnes qui ont des pathologies sur une liste qui figure sur un arrêté de 2022 et qui comprend en fait les troubles qui nécessitent le passage auprès d'un médecin agréé. Pardon, j'étais un peu longue sur la réponse. Bonjour mon général. Alors j'espère quand même que tous les jeunes de 17 ans ne sont pas plus alcoolisés et sous stupéfiants, mais effectivement, c'est une question fondamentale. C'est une question d'ailleurs en fait, qu'on a étudiée quand on a voulu éclairer en fait, cette décision. Cette décision, avant tout, c'est le sujet général de la sécurité routière et de la mobilité en général. La mobilité, en fait, c'est l'accès, par définition, en autonomie, la facilité, la liberté de circuler.
Donc on a aussi une exigence, et notamment pour les personnes dans les territoires, plus que dans les grandes villes, et notamment les territoires qui sont les territoires qui seraient moins bien desservis en transport en commun, de donner un peu plus d'accès à l'autonomie. Et le sujet, en fait, c'était vraiment plutôt un sujet d'accès au travail et à l'emploi, notamment pour les apprentis, et de permettre finalement à ceux qui avaient besoin de se déplacer pour aller sur des formations professionnelles ou autres, d'avoir un moyen de déplacement en plus. Donc la logique initiale et la raison de l'abaissement du permis de conduire, enfin de l'âge où on peut passer le permis de conduire à 17 ans, et ce qui va intervenir le 1er janvier prochain normalement, c'est vraiment l'accès à la mobilité, l'accès à l'autonomie, et en particulier dans les territoires. Alors maintenant, quand on dit 17 ans, je vous disais, l'âge moyen c'est 23 ans. La tranche d'âge de 18 ans, il y en a un peu moins, il y en a, on va dire, un quart qui passe son permis à 18 ans. Donc déjà, on sait que dans la tranche d'âge 17 ans, il y aura nécessairement moins d'un quart. Parce que je ne pense pas que ceux qui veulent passer jeunes, ils vont passer encore plus jeunes que 18 ans. Donc on n'est pas sur l'entièreté de la tranche d'âge 17 ans. Ensuite, on est aussi sur un âge où on est mineur, donc il y a aussi une question des parents d'accepter que leur enfant passe le permis. Ensuite, passer le permis à 17 ans, c'est pas forcément passer le permis en direct, ça peut être aussi passer le permis après la conduite accompagnée. Et là, moi je vais quand même faire un peu le panagérique de la conduite accompagnée, que vous pouvez commencer à 15 ans. Donc vous avez 20 heures de formation, et après vous engagez votre formation, et après vos 20 heures, vous allez conduire sur un certain nombre de kilomètres. Les jeunes qui passent leur permis en conduite accompagnée, 75% de réussite à l'examen, contre 57% pour les autres, en première présentation. Donc il y a quand même aussi 17 ans, c'est pas forcément en permis direct, et d'ailleurs on fait pas mal de présentations de la conduite accompagnée sur les réseaux sociaux ou autres pour rappeler que finalement 17 ans, le must, c'est 17 ans après avoir fait de la conduite accompagnée, ce qui vous permet quand même d'avoir acquis de la maîtrise sur vos déplacements. Après, je le disais tout à l'heure, sur l'Europe, on a interrogé ceux qui avaient mis en place des permis à 17 ans. Alors, c'est un peu complexe, parce que vous avez un certain nombre de PMI en fait, qui font de pays qui autorisent de passer le titre à 17 ans, mais qui exigent une conduite accompagnée, entre guillemets, au sens européen, c'est-à-dire avec un accompagnateur entre 17 et 18 ans. Et vous avez quelques pays qui l'ont mis sans accompagnateur. Et donc on a étudié les courbes de mortalité, et en fait on n'a pas observé de pic de mortalité particulier à 17 ans. Donc on n'est pas forcément plus irresponsable à 17 qu'à 18, même si on appartient effectivement à une tranche un peu en tout cas sensible. Un autre élément que je voulais vous donner, c'est que ceux qui ont vraiment besoin de se déplacer à 17 ans, ils se déplacent en 2 roues. Et là pour le coup, moi sur les 14-17 ans, 51% des jeunes de 14-17 ans qui meurent sur les routes, ils meurent en 2 roues. Donc après, c'est toujours difficile à estimer, mais on peut aussi imaginer qu'il puisse y avoir aussi une réduction de la mortalité en 2 roues, et que, enfin voilà. Mais après, on n'est pas, cette année sera une année aussi d'observation pour voir quelles sont les évolutions. On a confiance dans la capacité des auto-écoles à former, puisque aujourd'hui la conduite accompagnée marche bien, et d'ailleurs vous pouvez passer votre titre dès 17 ans et demi en conduite accompagnée. Donc on a déjà en fait l'expérience de la conduite accompagnée qui fait que c'est pas forcément plus compliqué à 17 qu'à 18. Et après, en tout cas, ça veut dire qu'il faut encore davantage investir les questions de prévention et de perception du risque. Et ça, effectivement, enfin vous l'avez souligné, c'est un enjeu. Mais on aborde les choses avec confiance. Ce ne sera pas toute la population qui sera concernée, pas toute la tranche d'âge. Et après, à nous aussi d'être très investis en liaison avec les auto-écoles. Je vous disais, on a un discours, un dialogue avec les organisations professionnelles régulier. Leur inquiétude fondamentale pour les auto-écoles, c'est plus des questions de passer le permis, puisque en fait, les inspecteurs du permis de conduire, vous avez parfois dans certains départements des délais assez longs, et leur inquiétude, il tient plus au délai de passage du permis que sur le fait de leur capacité à former des jeunes de 17 ans. C'est plus une question en fait de volume de personnes à former que de crainte de mal former un jeune.
Voilà. Et puis après, de façon générale, mais vous le savez bien, certains sont mûrs à 17 ans et d'autres pas mûrs à 25 et inversement. Bonsoir, Elia Abdallah, étudiant. C'est une bonne question. Cela dit, quelque part, en fait, le fait... Là. Le fait de formuler justement, comme vous l'avez fait, en fait, est-ce que s'il n'y avait pas, on ferait rien? En fait, voilà, c'est très rassurant parce que je vous rassure pleinement que, en effet, même si ça n'avait pas de coût, on s'intéresserait aux blessés de la route parce que le premier coût, et même si c'est un peu philosophique, c'est avant tout un coût humain. Un drame de la route, c'est d'abord un drame qui va toucher des familles. Et je ne l'ai pas forcément beaucoup cité, mais on a aussi toute une politique finalement aussi de développer mieux l'accompagnement des familles dans ce type de drame. Et là, les associations aussi, je dirais, poussent beaucoup en ça pour prendre en compte les accidents, notamment les premiers jours. Un accident, par définition, c'est hyper brutal. Ça n'arrive pas toujours par hasard, mais en tout cas, c'est toujours extrêmement soudain. Et les familles malheureusement endeuillées, le matin elles sont réveillées, il ne se passe rien, et l'après-midi, voilà, un drame qui arrive. Donc le drame, il est quand même avant tout humain. En fait, la partie économique, je voulais aussi la souligner finalement, elle vient peut-être un peu après, c'est de dire non seulement vous avez un coût humain, vous avez un coût de sécurité, et tout simplement on a juste envie de protéger que les gens qui circulent sur les routes puissent circuler en sécurité, mais après pour appuyer aussi un peu l'action, on dit et en plus tout ça a un coût aussi plus général, j'irais en santé, en arrêt de travail, etc. Mais finalement, c'est plus une unité de mesure qui vient après, mais qu'il est important aussi de temps en temps de rappeler. Et par rapport aux entreprises, c'est aussi important de rappeler qu'ils ont, outre la responsabilité finalement humaine, ils ont aussi un intérêt tout à fait général, parce qu'un accident, c'est toujours une onde de choc. Que ce soit dans la famille, la communauté en fait de vie ou de passion de l'intéressé, la commune où il habite. D'ailleurs, on est quand même assez champion en France pour dès qu'il se passe un accident, toujours dire c'est un Français ou c'est, et donc dans les départements vous retrouvez la même chose, c'est et puis c'est un gars du département. Ben oui, enfin ce sera un gars pas du département, ce serait pareil, mais en fait voilà, il y a quand même avant tout on est quand même sur de l'humain de proximité. Mais après, quand on parle aussi de politique publique, c'est bien aussi de le mettre dans un grand tout et de rappeler aussi ces questions de coût et d'impact et de dire c'est aussi un peu pour embarquer tout le monde, un peu en mode dire c'est pas seulement en fait un problème de sécurité et peut-être que ça vous touchera pas parce qu'à la fois 3300 familles endeuillées c'est énorme et puis à la fois peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais eu dans leur entourage connaissance de quelqu'un qui est décédé et tant mieux. Mais c'est aussi pour remettre aussi les choses dans un grand contexte en disant cette politique publique, c'est avant tout une politique de sécurité, c'est pour préserver. Et d'ailleurs, je disais la sécurité routière, c'est le véhicule, l'infrastructure et le comportement. C'est vrai qu'on insiste beaucoup sur le comportement, parce que déjà les véhicules ils ont beaucoup progressé en termes de sécurité active, passive. Vous avez aujourd'hui toutes les aides à la conduite, les AEB, ESB, tous des sigles ESP, toutes ces aides qui vont justement aider quand la personne peut être un peu en manque de vigilance, en tout cas pallier un petit manque de vigilance. Donc la voiture a progressé, les infrastructures pendant longtemps ont beaucoup progressé pour les voitures. Mettre des glissières, mettre des séparateurs centraux, etc. C'est en train d'évoluer, on il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est encore fortement évolué pour les vélos.
pour les trottinettes, de dire c'est important qu'il y ait un espace de chaussée pour les voitures, un espace de piste ou de bande cyclable, idéalement de piste parce que c'est séparé, sécurisé pour les deux roues, et puis un espace chaussé pour les piétons. D'ailleurs, en fait, le sujet des nouvelles mobilités, on fait réapparaître le sujet piéton aussi en mode trottoir. Ne circulez pas sur un trottoir si vous n'êtes pas, ne circulez pas en trottoir à trottinette, on vous entend pas, et les personnes âgées peuvent éventuellement, vous pouvez percuter quelqu'un en allant un peu vite. Mais non, je vous rassure pleinement, par conviction et de façon générale, le sujet sécurité routière est avant tout un sujet de sécurité routière et de santé publique, mais plus largement, il ne faut pas oublier que ça peut être aussi un enjeu économique, mais ça vient après. Oui, bonjour. Alors complètement, l'objectif, moi je suis convaincue, mais je pense que vous l'avez senti, que ça doit être une combinaison d'actions. C'est si vous faites que du contrôle, vous ne faites pas à côté de la prévention, vous ne faites pas à côté de la pédagogie, vous intéressez pas justement à ce que tout le monde ait bien conscience des dangers et puis qui connaissent les panneaux, la signalisation. C'est un peu comme un tabouret à trois branches, je ne sais pas si c'est tabouret, non, plutôt 4, mais enfin à 3 branches ça marcher aussi, mais par contre si on n'avait plus que 2 ou 1, ça ne marche pas. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de ces 3, pour moi de façon inconditionnelle, on a besoin de ces 3 actions et de combiner ces 3 actions, et ne serait-ce encore une fois aussi que par rapport à la politique de contrôle, elle est comprise si les gens ont l'impression d'être bien avisés de ce qu'ils doivent faire, de ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc je pense qu'il n'y a rien de plus désagréable pour quelqu'un qui d'avoir l'impression d'être verbalisé sur un truc qu'on ne lui a pas vraiment dit ou qu'il n'a pas vraiment senti. Alors c'est assez rare, mais ça peut arriver aussi. Donc on a de toute façon, vraiment de façon résolue, un enjeu en fait, de combiner les actions. Et vous ne pouvez pas faire que du contrôle, vous ne pouvez pas faire que de la prévention, il faut faire les 3 à la fois. Et sur l'action des collectivités, moi c'est vraiment mon souhait de continuer à développer des actions avec les collectivités et de voir aussi comment les collectivités, qui ont beaucoup de compétences en termes de sécurité routière. Quand on y réfléchit, les collectivités, elles sont gestionnaires de voirie, elles sont autorités de police, elles ont souvent une police municipale qui permet de mettre en place des contrôles. D'ailleurs, les contrôles, c'est pas forcément répressif, ça aussi, peut être aussi préventif, pour dire tiens, vous avez les écouteurs, c'est pas raisonnable, vous entendez rien, enlevez vos écouteurs, et puis je vous rappelle par ailleurs que ça peut être une sanction. Donc vous avez gestionnaire de voirie, autorité de police, police municipale le cas échéant, et puis finalement elles sont aussi complètement impliquées dans le développement des infrastructures. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement quand vous pensez aujourd'hui, les communes, quand elles pensent à développer leur ville, en fait, elles sont obligées de réfléchir. C'est pas juste j'élargis ma route et je rajoute une piste cyclable, parce que les 3 quarts du temps, il y a du bâti ou de l'existant qui fait qu'on peut pas faire ça. Donc c'est comment je repense en fait le plan de circulation de ma ville. Et finalement, quand on commence à ouvrir ce champ-là, c'est comment je réfléchis à ma ville, comment elle est construite, où sont les lieux d'emploi, où sont les lieux de vie, de loisirs. Et finalement, je crois que la plupart des communes, en fait, ça les contraint, ou au contraire, ça les pousse, suivant comment elles le prennent le sujet, mais à repenser leur ville à travers ce plan de mobilité. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, on prend nativement la sécurité routière en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès lors qu'on repense le truc, on ouvre le dossier, on est obligé de penser aussi sécurité routière, parce que finalement, déjà, c'est pour y insérer quelque chose qui a directement à voir avec la sécurité routière, qui sont notamment les pistes cyclables. Et je pense que c'est fait de façon certainement beaucoup plus forte qu'avant, parce que je pense par exemple dans les villes, c'est un sujet dont on parlait il n'y a pas très longtemps sur les ralentisseurs par exemple. Les ralentisseurs sont aussi l'expression en fait d'un moyen de sécurité qui a été apporté après.
C'est-à-dire que le but, c'est pas... et donc, c'est un moyen qu'on rajoute. Et c'est pas un moyen natif. Alors qu'aujourd'hui, avec le développement finalement des infrastructures, les collectivités sont vraiment à la main pour réfléchir nativement à la sécurité routière. Et ça, c'est intéressant. Et ça veut dire qu'on doit être aussi là en appui pour les conseillers et autres, au-delà de la question purement infrastructure, là, qui est prise en compte par le ministère en charge. Mais voilà, je pense que c'est une démarche beaucoup plus native aujourd'hui des collectivités. Et je trouve même d'ailleurs que les collectivités, dans la mesure où je citais toutes leurs compétences, finalement, elles concourent très directement à la sécurité routière sur leur commune, mais souvent elles ne font pas beaucoup de communication. Je reprends l'exemple, je sais pas, à un moment donné, quand j'ai pris mon poste, je regardais on a une communication des chiffres en fait qui est nationale et qui est départementale, elle est assez peu communale, et les communes ne s'emparent pas forcément pour dire tiens, on a fait des choses. D'ailleurs, c'est merveilleux, cette année il y a eu 0 mort sur les communes, il y a peu de communes qui communiquent là-dessus aussi. Donc encore une fois, c'est un bien commun, et que tous les acteurs, y compris justement dans la conception des villes et dans la conception les sujets d'urbanisme, ça soit pris en compte, c'est plutôt positif. Et je pense que de toute façon, les collectivités, elles sont aussi beaucoup plus prescriptives, pardon, j'ai pas choisi le bon mot, qu'avant, c'est-à-dire que c'est pas seulement l'État qui définit tout, c'est qu'on a aussi des communes qui vont nous dire bah tiens, nous on a envie de créer cet espace-là, comment réglementairement on le fait, parce que là pour le coup la réglementation elle est à notre niveau, donc voilà, est-ce que je fais cette chose-là en faisant que les sens interdits partout, est-ce qu'on crée un autre type de zone, voilà, tout ça en fait, donc il y a quand même des interactions assez fortes, et encore une fois les évolutions des mobilités et l'évolution des plans de transport intègrent beaucoup plus nativement les questions de sécurité routière, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que bien sûr, ça implique plein de coordination. Ça sera l'histoire de votre vie. Alors, ça sort un peu de mon champ de compétences, mais bien évidemment, l'esprit, c'est comme ça, hein, c'est la mobilité, et en fait, finalement, c'est aussi toute la transition écologique qui nous pousse à réfléchir aux mobilités. Vous avez effectivement le développement des transports en commun, vous avez également, peut-être, alors là, si on se projette beaucoup plus loin, les questions de navettes autonomes, parce qu'en fait souvent dans les territoires qui ont peu de transport, c'est très difficile de mettre en place des navettes entre des petits villages, parce que par définition c'est jamais à la bonne heure, ou on met en place un truc, il n'y a personne qui l'utilise, c'est un peu compliqué. Si on est sur aussi des choses, on se projette très loin, ou des trucs autonomes, on se dit que avec une ressource RH de conducteurs qui n'est pas en plus à fournir, peut-être que ça offre d'autres moyens de mobilité, et ça réduit l'accès à la voiture, et on peut le faire le parallèle par rapport au territoire ou aux personnes qui pourraient être qui continuent à conduire, alors que manifestement, donc on a un sujet de développement de l'autonomie, comment on remplace la voiture, mais de façon plus large aussi, en fait, c'est moins de voitures et peut-être des voitures différentes. Il y a peut-être deux chiffres qu'on peut avoir en tête, c'est que en fait les voitures personnelles, en fait, bon alors évidemment c'est, je sais pas si c'est d'ailleurs démontré très scientifiquement, mais je pense que ça ne va pas être loin de la vérité, c'est qu'on dit souvent que, une voiture elle est 97 ou 98% au parking. Et après, le deuxième chiffre, c'est se dire que finalement, la plupart des gens, je ne parle pas ceux qui ont une modalité, vraiment une mobilité pendulaire tous les jours pour aller travailler, etc. Mais beaucoup de gens, en fait, finalement, leurs besoins quotidiens en voiture, faire une course, déposer les enfants à l'école, etc., ils pourraient être assurés finalement par une voiture beaucoup moins puissante, en fait. Que c'est pas forcément
est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ce que chacun ait une grande routière pour accomplir des besoins quotidiens qui peuvent être assurés à 95% par une voiture de moindre capacité? Mais ça change aussi notre rapport à la voiture, parce qu'on a quand même une culture assez automobile en France, et le côté la grosse voiture, celle qui est puissante, etc. Dire que demain, en fait, finalement, pour des besoins quotidiens, on n'est pas obligé d'avoir une voiture super puissante et que c'est le jour où on part en vacances qu'on peut louer ou autopartage ou quoi que ce soit. En fait, il y a vraiment, je pense, plein de réflexions sur les mobilités, ou ce que sont les mobilités. En tout cas, très directement, quand on parle des véhicules du quotidien et qu'on commence à imaginer, et on le voit un peu de plus en plus, entre guillemets, ou des maxi-voitures, ou des mini-voitures, ou des maxi-vélos. Entre les deux, c'est à chaque fois quand même souvent des véhicules qui ont moins de masse. Et là, je reviens aussi, dès lors que vous avez moins de masse et moins de vitesse, vous avez aussi une accidentalité. En tout cas, lorsque vous avez un accident, les conséquences corporelles vont être plus faibles. Voilà, mais après, l'avenir nous dira ce que sera la suite des voitures, ou comment seront transformées les voitures, et peut-être que dans 550 ans, ils rigoleront sur comment on circulait, mais bien évidemment, en fait, c'est un sujet de mobilité plus large. La voiture n'est que un aspect de la mobilité, et d'ailleurs quand on parlait du permis à 17 ans, pour les 17 ans, c'est pas seulement cet aspect-là qui est développé, c'est une modalité de mobilité, et c'est un sujet plus général de mobilité, et comment on transforme nos mobilités pour avoir des voitures moins carbonées, etc. Mais voitures moins carbonées, c'est éventuellement des voitures moins puissantes. Parce qu'on voit par exemple les voitures électriques, pour avoir les mêmes systèmes, on a des batteries assez lourdes. Voilà. Est-ce qu'on fait des voitures un peu moins puissantes en disant que finalement les besoins du quotidien n'ont pas forcément besoin d'être assurés avec une grosse voiture? Enfin, c'est des sujets très, très, très larges qui dépassent un peu mon champ de compétences. Mais voilà, en tout cas, la façon que je vois, je dirais de façon un peu personnelle le sujet. Bien, merci beaucoup.